Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et en février dernier, on célébrait le 40e anniversaire de la mort de Pierre Dac. Franck Ferrand a choisi de rendre hommage cet après-midi au grand humoriste. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. De nombreux ouvrages ont été publiés à l'occasion de cet anniversaire. Tous ou presque sont présentés ou préfacés par notre ami Jacques Pessis, qui est le neveu adoptif et le légataire universel de Pierre Dac. Je suis très heureux que Jacques ait pu se rendre disponible cet après-midi pour venir nous parler de lui. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Cyril sur l'origine de la présence d'une robe de mariée en clôture de défilé de haute couture. Encore une question qui ne s'invente pas, vous avouerez. Je ne sais pas ce que Pierre Dac aurait pu faire de tout ça. Probablement un joli calembour. Europe 1. Au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. Il n'est pas indifférent de parler de Pierre Dac sur l'antenne d'Europe 1, évidemment, puisque c'est ici que le célèbre feuilleton signé Furax a connu sans doute ses plus beaux épisodes, même s'il avait commencé avant, on y viendra tout à l'heure. Un certain nombre de maîtres de l'humour se sont directement inspirés de Pierre Dac. Je pense à Coluche, évidemment, mais au nul aussi d'une certaine manière, et bien sûr Pierre Desproges, et jusqu'à Jean-Yves Lafesse, qui a officié lui aussi sur cette antenne pendant longtemps. Lafesse qui a joué le rôle de Pierre Dac dans un téléfilm de Laurent Jaoui, ça s'appelait La Guerre des Ondes. Alors, je vous propose de reparcourir ensemble cette vie de celui qui ne s'appelait pas Pierre Dac à l'origine, qui s'appelait André Isaac et qui était né un 15 août, figurez-vous, le 15 août 1893 à Châlons-sur-Marne, dans une famille assez modeste, une famille juive d'Alsace, originaire de Niederbronn-les-Bains. C'est une famille qui s'était installée, vous savez, comme beaucoup de ces familles d'Alsaciens qui ont fui devant l'avancée prussienne en 1870. Eux s'étaient installés dans la Marne à l'époque. Le père Salomon est boucher. Alors il faut l'imaginer dans sa boutique, il faut l'imaginer dans sa boucherie, plein d'humour, épatant la galerie. Il fait partie de ces commerçants chez lesquels on va au moins autant pour s'amuser et pour assister à un spectacle que pour se ravitailler en vérité. La famille a fini par s'installer pas très longtemps, 3 ans après la naissance d'André, s'est installé rue Colincourt à Paris. Ce qui fait que le petit André est allé à l'école avenue Secrétan. Il a été extrêmement doué tout de suite. En fait, voilà, je dirais moi, et nous verrons ce qu'en pense Jacques Pessis, qu'il serait plutôt du genre surdoué. C'est-à-dire particulièrement à l'aise dans certaines matières, et en l'occurrence c'est le cas en français, en musique, et beaucoup moins à l'aise dans d'autres. Un esprit peut-être trop bouillant et incapable de se fixer trop longtemps sur certaines choses. Les parents ils remarquent très tôt les dons du petit, et ils se disent qu'il ferait sans doute un bon musicien, donc ils vont lui proposer de suivre des cours de violon, et pour ça bien entendu ça coûte cher, donc on se serre la ceinture. Ça c'est des parents, vous voyez, qui se sacrifient pour aider leurs enfants, pour leur permettre de s'épanouir. Ils ont beaucoup d'ambition pour André. Il faut vous dire que son grand frère Marcel, lui, va reprendre la boucherie. Ça, c'est établi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du petit ? Le petit, c'est un artiste. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un grand musicien ? Il a une fantaisie qu'il hérite probablement de son père et qui lui permet, dans les cours de récréation, d'amuser facilement ses petits camarades. Et tout de suite, ça c'est quand même étonnant, vous verrez qu'il y a des talents qui se révèlent de manière précoce. Tout de suite, il va faire des monologues, des espèces de discours complètement alambiqués, qu'on écoute d'abord bouche bée et qui finissent par déclencher une sorte de rire nerveux chez les auditeurs. On peut dire que le talent de Pierre Dac est déjà né. Alors il est insolent en même temps au collège. Voilà ce que nous dit Jacques Pessis dans son ouvrage Pierre Dac, mon maître, alors maître à I accent circonflexe, mon maître 63. Un matin de mai 1908, à la fin d'une envolée lyrique qui a sans doute quelque peu dépassé sa pensée, il accroche un harançor à la queue de l'habit de son professeur de mathématiques. Un geste logique dans son esprit, un hommage à l'un de ses poèmes préférés, signé Charles Cros, et justement intitulé Le harançor, tout au long d'un grand mur blanc, vous connaissez, c'est bon. Eh bien oui, mais sauf que le maître ne l'entend pas du tout de cette oreille, ni du reste le directeur de l'établissement. Le pauvre André est renvoyé sur le champ. Alors il va
entrer dans un nouvel établissement et de nouveau, il sera viré au bout de quelques mois. Bref, avec tout ça, il n'obtient pas son diplôme. On va revenir sur la formation de Pierre Dac tout à l'heure. À 21 ans, il est mobilisé. Oui, c'est déjà la Première Guerre mondiale. C'est un patriote. André, je l'appelle déjà Pierre, mais c'est André pour l'instant. Il est heureux de venger cette humiliation de 1870 qui, dans la famille, est restée comme une flétrissure. Et donc, il fait partie de ces Français qui veulent la revanche et qui vont l'obtenir du reste. Il est dans le régiment d'infanterie de Toul en tant que chaudronnier, et malgré la violence de cette grande guerre, malgré les conditions épouvantables sur lesquelles je ne vais pas revenir une fois de plus, il tente de garder son humour, il divertit ses camarades en récitant des poèmes, en faisant des imitations, etc. On va dire qu'il est un peu le bout en train du bataillon. Et c'est aussi pour lui l'occasion de s'interroger sur son avenir. Un grand nombre des belles destinées du milieu on va dire de l'entre-deux-guerres et du milieu du XXe siècle se sont décidés comme ça dans la dureté de la Grande Guerre. Il se pose des questions sur son avenir. Il se rappelle une soirée qu'il a passée à la boîte à Furcy juste avant son départ. Là, il a découvert les chansonniers. Il se dit que ça lui irait bien finalement. Et l'idée va faire son chemin dans sa tête pendant tout le long de la guerre. Il est quand même blessé au combat à 2 reprises lors de la percée entre Lens et Arras en mai 1915. Il est touché par un éclat d'obus. Il va faire 3 mois de convalescence. Il évite l'amputation du bras, mais il va garder quand même une cicatrice de 30 cm au bras gauche. Et du reste, son bras va être réduit de 12 cm. Évidemment, pour quelqu'un qui se destinait à une carrière de violoniste, on peut dire que c'est raté. Malgré cette blessure, il refuse d'être réformé. Il a appris la mort de son frère au combat. Il retourne au front. Ses supérieurs reconnaissent son courage. Il va être nommé caporal d'infanterie. Et en 1916, c'est la seconde blessure. Un éclat d'obus, cette fois dans la cuisse, avec des brûlures également causées par une ingestion de gaz moutarde. Il restera convalescent jusqu'à la fin de la guerre. Et pire que ça, il aura des séquelles de tout ça pendant tout le restant de ses jours. Alors vient le moment de rentrer à la vie civile, il revient à Paris, il va enchaîner là les petits boulots, il est garçon de course dans une société de tissus d'ameublement. Faut imaginer ce que c'est que le tout début des années 1920, il est vendeur de savonnettes à la sauvette, ça s'invente pas, on dirait déjà presque un jeu de mots de Pierre Dac. Il est homme sandwich, chauffeur de taxi, bref, il est pas très doué pour le commerce. Il faut vous dire que si l'on devait déterminer le point saillant de la personnalité d'André, c'est la timidité. Il le dit lui-même. Je suis timide à manger toute ma vie des carottes râpées parce que je n'ose pas dire que je les déteste. Timide à me faire taper sans cesse parce que je n'ose jamais réclamer l'argent qu'on me doit. Timide à me rendre chez le coiffeur pour la barbe pour subir sans protester le shampoing, la friction, la serviette chaude, le vibromasseur et le séchoir. Timide à acheter dans une boutique une cravate verte pour ne pas faire de peine aux commerçants alors que je ne porte que du bleu. Bref, je suis timide à pleurer. Ce n'est peut-être pas l'image que vous vous faites de celui qu'on appellera bientôt Pierre Dac, et pourtant, je crois que si l'on devait le cerner, c'est bien par cette timidité qu'on aurait le mieux accès à sa personnalité. La pince à linge, 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 la pince à linge fut inventée en 1887, 4 et 3 par un nommé Jérémy Victor Hopdebeck, 5 et 2 fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre. La belle histoire. Déjà lorsqu'il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles, des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Hopdebeck. C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec et de Lubeck jusqu'à la Mecque. Il n'y avait qu'un si chouette mec, Jérémy Victor Hopdebeck. Dans les
champ, près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent, pince à linge. Un extrait de La pince à linge sur Europe 1, chanson de Pierre Dac, interprétée par Francis Blanche. Dans un instant, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur la vie de Pierre Dac. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'humoriste et comédien Pierre Dac. Alors, il faut aussi, je vous ai parlé de la timidité, il y a aussi un aspect dépressif dans le personnage. Il traverse souvent des périodes sombres. Il a été très marqué par la mort de son frère au combat. C'est un esprit torturé. Un jour, il tente de déclarer sa flamme à une femme. Ah bah alors ça, c'est incroyable. Dans une émission sur Pierre Dac, ça ne s'invente pas. À mon avis, on n'a pas fini de la réentendre, celle-là. Il essaie de déclarer sa flamme à une femme, Julienne. Il lui récite un poème, elle lui rit au nez. C'est un romantique, lui, finalement. C'est un tendre, et tout ça fait qu'un jour, il tente de mettre fin à ses jours. Il attrape l'arme de son père, il la braque sur sa tempe, il appuie sur la gâchette, et là, pas de détonation, juste un petit clic. Et oui, son père avait déchargé l'arme quelques jours plus tôt, heureusement. Il est au fond du gouffre à ce moment-là. Il se dit que sa seule chance de rebondir, c'est de monter sur scène. Il a toujours cette idée des chansonniers, de ce qu'il avait connu. Il se demande après tout pourquoi. C'est quand on n'a plus rien à perdre. Pourquoi est-ce qu'il n'en ferait pas son métier ? En 1922, il va faire ses débuts à la Muse Rouge, un cabaret révolutionnaire de Montmartre. La Muse Rouge, ça, le nom, tout est dit. Il s'adapte à son public. Il écrit lui-même des textes, je veux dire révolutionnaires, faut pas exagérer. Mais enfin, disons que ça, il y a une petite teinture, évidemment. Et la même année, il tente sa chance à la Vache Enragée, un petit cabaret tout à fait coté, toujours à Montmartre. C'est là qu'on retrouve Raymond Souplex, Léo Mallet. Il prend un nom de scène à ce moment-là. C'est là qu'il va devenir Pierre Dac. C'est une idée d'ailleurs du patron du cabaret qui s'appelle Roger Tosini. En fait, André Isaac, évidemment, c'est pas un nom de chansonnier. Alors il se dit, pourquoi pas Pierre Dac ? Dac pour d'actualité. C'est un chansonnier, il est là pour parodier l'actualité. Il est payé 100 sous par jour. Il mesure 1,63 m, ça vous l'aviez compris à partir du titre du livre de Jacques Pessis. Il a un visage tout rond, des cheveux qui sont roux, blond roux, on va dire, mais très clairsemés, les yeux bleus, un regard vif. Il est assez étrange, il faut bien le dire. Et il a une allure qui peut être comique. Ce qui est étrange, c'est que sur scène, il s'installe toujours vers le fond de la scène. Vous savez que les chansonniers, normalement, viennent carrément à l'avant-scène, presque à tomber sur le public. Ils sont très proches du public. Non, lui se met tout à fait en arrière, comme s'il voulait éviter les feux de la rampe d'une certaine manière. Il se met un trait de crayon sous les yeux pour soutenir le regard. Il égrène des pensées loufoques d'une façon relativement monocorde, avec un visage qui est assez fermé. Tout ça pourrait être ennuyeux à mourir, mais non, ça recommence comme du temps des cours de récréation, comme du temps où il amusait ses camarades à l'école. Dans un premier temps, on est sidéré par ce qu'on entend, et puis au bout d'un moment, on éclate de rire, tout simplement. C'est un type d'humour assez fort, et c'est toute une lignée. D'ailleurs, on pourra s'amuser tout à l'heure à voir quels sont les humoristes qui ont repris cette façon de procéder. Alors ensuite, il va enchaîner les cachets dans divers cabarets. Il est au Théâtre du Coucou, au Noctambule, à la Lune Rousse. Important, la Lune Rousse, parce qu'en 1934, c'est là qu'il rencontre sa femme, Dina, qui est comédienne. En 1936, il va devenir plus célèbre parce qu'il anime la course au trésor sur le Poste parisien, la grande radio de l'époque. C'est une émission totalement loufoque, enfin c'est déjà Pierre Dac, bien entendu. Donc le principe, c'est d'aller retrouver, il y a toutes sortes d'indices, il faut aller chercher un objet complètement aberrant, ça peut être un poireau, ça peut être des choses bizarres, et quand on le rapporte au studio, on obtient un prix assez ridicule, il faut bien le dire, un billet de loterie nationale et 10 bouteilles de bière, parce qu'à l'époque, évidemment, les émissions de radio sont parrainées par des marques. Bon. Il anime aussi tous les dimanches la SDL, la Société des loufoques. Voilà ce que nous dit Jacques Pessis. Ce congrès très insolite parodie la très sérieuse Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Pendant 20 minutes, on y discute de tout et de pas grand-chose, mais quand même, le plus souvent, de rien. Un extraordinaire méli-mélo, de reportages fantaisistes, de discours insolites, de farces extraordinaires.
Ce qui va rester de Pierre Dac, c'est l'os à moelle, qui est créé le 13 mai 1936. Ça, c'est son hebdomadaire, hein. L'organe officiel des loufoques. C'est intéressant, loufoque, hein. Je vous ai dit que son père était boucher. Le terme loufoque, c'est du louchébem. Vous savez, le principe, c'est de prendre un mot, de mettre un L à la place de la première lettre, et puis vous mettez la lettre initiale en fin de mot. Donc, fou, ça donne lou, f. Et puis alors là, il faut mettre une désinence. Et la désinence, ça peut être M, hoc, que sais-je. En l'occurrence, ça fait loufoque. Ça veut dire fou en louchébem, c'est-à-dire en patois, en argot bouché. Bon. Donc on voit notre Pierre Dac tous les vendredis commenter l'actualité. Pendant ce temps-là, quand même, le climat se dégrade. Je vous ai dit, hein, la date, on est en 1938. On court, c'est bien sûr la montée des périls, comme on dit. Évidemment que Pierre Dac a totalement conscience de cette montée du nazisme, de tous les dangers. Hitler, Mussolini deviennent ses cibles favorites. Voilà l'éditorial de l'avant-dernier numéro. Je cite. Nul n'a le cœur à la rigolade, mais le sourire est de rigueur. Nous nous sommes toujours efforcés à l'os à moelle de le conserver. Nous continuerons malgré les dents et les poings serrés. Je m'excuse d'écrire aujourd'hui un article qui n'a aucunement la prétention d'être drôle, s'il n'a qu'un mérite, que ce soit celui de la sincérité, avec la certitude que l'os sur lequel tomberont ces messieurs d'outre-Rhin sera beaucoup moins moelleux que le nôtre. Et donc on est au numéro 109 du 7 juin 1940. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'humoriste et comédien Pierre Dac. Évidemment, vous imaginez bien que lorsque, au moment de l'invasion allemande, hein, au printemps 1940, Pierre Dac fait partie des cibles de la Gestapo. Il est en tête de liste sur cette liste des Juifs qu'il faut arrêter en 48 heures. Or, lui n'a pas l'intention de s'en aller. Il sait qu'il faut résister. Il croit en la résistance. Néanmoins, on va réussir. C'est Henri Janson, hein, notamment le très célèbre, merveilleux dialoguiste Henri Janson, qui va le convaincre avec Dinah de fuir. Et s'il faut faire de la résistance, il en fera plus tard, d'une certaine manière. Son ami, l'acteur Fernand Rosena, lui avait proposé de se réfugier chez lui en Bourgogne. Alors, on se met en route. Le 16 juin, c'est la demande de l'armistice par le maréchal Pétain. 2 jours plus tard, c'est l'appel du général de Gaulle sur Radio Londres, vous savez, bien entendu. Alors, on va filer dans un premier temps vers Toulouse. La mère de Dinah tient un café à Toulouse. Ça tombe bien, ça s'appelle le Crystal Palace, qu'on appelle le Palais des Glaces. Pierre Dac, à l'époque, a quand même 48 ans. Mais il ne veut pas, quoi qu'il arrive, rester inactif. Alors, avec ses amis Jacques Canetti, Jean Marsac, Raymond Souplex, il crée un spectacle qu'il décide de jouer dans toute la zone libre. Ça va être un énorme succès parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que dans la salle, vous vous retrouvez entre Parisiens. Généralement, ce sont les exilés qui vont voir Pierre Dac au spectacle. Mais Dac, lui, n'a qu'une obsession, c'est rejoindre Radio Londres. Et ça, à n'importe quel prix. Alors, il va faire une première tentative en novembre 41. Il faut passer les Pyrénées, il faut d'abord passer par l'Espagne. Il arrive à Barcelone. Là, il est arrêté avec son ami Fernand Lefebvre. Ils sont incarcérés pendant 6 mois à la Carcel Modelo de Barcelone. Et là, on lui laisse le choix. Soit aller dans le camp de Miranda, vous savez, comme tant de ceux qui ont été attrapés de la même manière, soit retourner en France. Il choisit la deuxième solution. Son camarade va faire le contraire. Et il va faire une deuxième tentative. Il est arrêté et envoyé à la prison de Valencia, puis transféré à celle d'Estramadour à quelques kilomètres. C'est le jour de son 50e anniversaire qu'il apprend une formidable nouvelle. La Croix-Rouge a obtenu que les prisonniers français soient relâchés contre des sacs de blé. Ça va lui permettre d'être transféré jusqu'à Londres via Alger. Le 12 octobre 43, un avion quitte Alger. Pierre Dac va bientôt poser le pied sur le sol britannique. Il arrive le 13 octobre 1943, 6 heures du matin. Émotion considérable. Et immédiatement, il se rend au QG du général de Gaulle, où il rencontre le colonel Claude Étier de Bois-Lambert. Il lui exprime son désir d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Il veut participer à cette fameuse émission « Les Français parlent aux Français ». Et dès l'après-midi, il est à la BBC en plein cœur de Londres. C'est quand même un parcours assez extraordinaire, ça, vous avouerez. Il va rencontrer Jacques Duchesne, le directeur de Radio Londres, qui l'accueille à bras ouverts. Et là, il rencontre toute l'équipe. Jean Marin, Pierre Bourdon, etc. Tous ceux, Maurice Schumann, tous ceux dont on avait parlé ici même avec Jacques Pessis il y a quelques mois.
Le 31 octobre 1943, c'est la première intervention de Pierre Dac dans l'émission Les Français parlent aux Français. Il a enregistré le texte la veille, il avait rédigé une dizaine de versions et tous les soirs, il va offrir de nouvelles parodies de chansons à la mode. Ça va, les gars de la marine, enfin, etc. Toutes les grandes chansons qui, évidemment, ont été modifiées pour devenir des chansons satiriques. Dans le même temps, il rédige des éditos pour le journal France, un quotidien qui paraît à Londres. Il devient célèbre au point que dans la France occupée, Philippe Henriot qui est l'éditorialiste attitré de Radio Paris, bien entendu, va s'en prendre directement à Pierre Dac. Il lance un jour « La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui ?» Sous-entendu pour lui qui est juif, hein. Et là, Pierre Dac manque d'humour, si je puis dire. La réponse est cinglante. Voilà, le petit texte s'appelle « Bagatelle sur un tombeau ». Il rappelle que son frère est mort au front et qu'il porte sur sa tombe l'inscription « Mort sur la France ». Et il ajoute que sur la tombe d'Henriot, on trouvera « Mort pour Hitler, fusillé par les Français ». Ce qui d'ailleurs est incroyablement prémonitoire, puisqu'Henriot sera abattu par des résistants moins de 2 mois plus tard. Paris est finalement libéré. Pierre Dac va pouvoir retrouver Dinah, il va pouvoir retrouver sa vie de chansonnier. Tout ça ne se fait pas aussi vite, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il rentre en 1944, véritablement en héros. Il est sur les planches de l'ABC Théâtre, il joue de l'ABC à la BBC, on est toujours dans le même état d'esprit. Les Français parlent aux Français, et alors là, les propositions croulent de partout, vous imaginez. Il va ressusciter son journal qu'il appelle L'Os Libre maintenant, sans doute allusion à ce qui s'était fait déjà pendant la Première Guerre mondiale. Il y a quand même un certain nombre de problèmes. On ne peut pas dire qu'il s'entende bien avec tous les membres de la rédaction et surtout de la direction. Bref, il va finir par quitter le journal. En 1947, il se rend compte que finalement son humour, qui a été tellement prisé à la Libération, il a été accueilli comme un des héros, bien sûr, de la France libre. Eh bien, ça a tendance à passer un peu. En 1949, avec Francis Blanche, il va participer à plusieurs émissions de radio, Le Parti d'en rire, Studio 22, CQFD, etc. Il est aussi parolier de Charles Trenet, on en parlera évidemment tout à l'heure. Il réalise un feuilleton toujours avec Francis Blanche, Malheur au barbu, sur Paris Inter, et c'est ça qui va donner finalement naissance à un feuilleton que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1 et que je vous propose de vous remettre maintenant dans l'oreille. C'est évidemment signé Furax. Signé Furax. «166e épisode. Évidemment, mes amis, je vous comprends bien, mais la piste est sérieuse, mais que voulez-vous que je fasse? Cette union bancaire autonome de bourse est une maison parfaitement correcte. Officiellement, je ne peux rien reprocher à ces gens-là. Mais Socrate, écoutez, mais quand non, même... non, on peut pas les inquiéter sous prétexte que leurs initiales à l'envers font le mot babuse. Ah bah voyons, mais Socrate. non, ni sous prétexte que leur numéro privé est donné en 8409, non. Ok. Adieu, Socrate. Vous m'en voulez? Oh non, même pas. Black, white. Salut, vieux. C'est pourquoi, messieurs? On voudrait ouvrir un compte chez vous. Est-ce que c'est possible? Mais monsieur, l'UBAB est ouverte à tous. Quels sont vos noms? Bouvard et Pécuchet. Je vais remplir la fiche de demande. Vous avez des papiers? Oui, certainement. Oui. Vous déposez combien? Combien? Oui, quelle somme versez-vous pour provisionner le compte? Ah bon, parce qu'il faut... C'est le règlement, messieurs. Le minimum de base est fixé chez nous à 300 000 francs. 300 000? 300 000, ou plus, bien sûr. Oui, alors, dans ce cas... Remarquez que si vous avez des dollars, nous acceptons à partir de 2 $. Ah bon? Ah, tiens. Nous sommes une banque française, monsieur. Bien. Alors, ça sera pour une autre fois. Tu viens, White? Et allez, allons-y. Oui. Oui, moralité, on ne pourra rien faire de bon si on n'a pas d'argent. Il y aura 1034 épisodes en tout de Signé Furax, le premier ayant été diffusé le 22 octobre 1956 à 13h10. Un feuilleton qui ensuite est devenu très célèbre à 21h10 en fait. C'était là qu'on l'écoutait. C'était le prime time radio de l'époque, si je puis dire, juste après le journal de 9h. Alors, ça fait la gloire, évidemment, de Blanche et Dac,
Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à la même époque, Pierre Dac est très mal. Il va connaître une dépression nerveuse qui dure 8 ans. Voilà ce qu'il dira au micro de Jacques Chancel, je le cite. « J'ai connu l'enfer, je suis resté 8 ans sans dormir. La véritable souffrance, c'est que vous êtes en parfaite lucidité sur votre état. Vous savez qu'il faut que vous réagissiez, mais vous avez une griffe d'acier qui vous en empêche. » Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Franck. Avec vous, nous allons revenir sur les bonnes heures et sur celles un peu plus sombres de Pierre Dac. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Les âmes en passe de l'île en l'île, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et c'est Pierre Dac, notre grand portrait d'aujourd'hui. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec le légataire universel de Pierre Dac, Jacques Pessis, écrivain et auteur de Pierre Dac, Mon Maître 63, aux éditions du Cherche-Midi. Ça doit vous faire plaisir, Jacques Pessis, de voir que tous nos auditeurs, que ce soit par Twitter, par Facebook, sur la page de l'émission, etc., on voit plein de messages pour dire « Ah, on adore Pierre Dac, grand monsieur, comme il nous manque, etc. » Il est encore très présent. C'est étonnant parce qu'il disait lui-même il vaut mieux passer hérité à la poste qu'à la postérité et le contraire est démontré. C'est vrai que Pierre Dac, toutes les générations le connaissent. Il n'y a pas une semaine sans qu'on me demande pour un livre de classe un texte de Pierre Dac. Ouais, il est devenu une sorte de référence en quelque sorte. Une référence absolue du loufoque. C'est ça. Et de l'écriture. Il y a, alors on a employé ce terme loufoque depuis le début, peut-être que celui d'absurde serait plus juste, mais en même temps l'absurde ne permet pas de toucher du doigt exactement l'esprit de Pierre Dac. Oui, parce qu'il disait le plus beau compliment qu'on puisse me faire en parlant de mes textes, c'est de dire c'est complètement con, mais c'est vrai. Il observait le quotidien et il le transformait à sa manière avec ses mots et son esprit. Comment l'avez-vous rencontré, vous ? J'étais un fan de Pierre Dac, j'ai réussi à le rencontrer chez lui alors que j'avais 15 ans, il m'a reçu. Et il y a eu un véritable coup de foudre. Mais vous étiez fan à cause du... J'écoutais Signé Furax. Signé Furax, voilà. J'écoutais Vive Europe numéro 1. Et j'ai réussi à me procurer son adresse. On me donne une fausse adresse. Je retrouve la vraie. C'est ma première enquête journalistique. Je le rencontre. Et ça a été un véritable coup de foudre. Et je suis devenu son secrétaire général particulier. C'était vraiment un homme qui m'a beaucoup apporté. Et j'ai compris qu'au-delà du loufoque, il y avait un poète, un philosophe et un patriote. Et donc, vous êtes le garant de sa mémoire. Ça doit être une responsabilité, évidemment. Oui, surtout que quand il a disparu, il a déchiré tous ses textes en disant « Après moi, ça intéressera personne ». J'ai tout reconstitué et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de textes qui servent de modèle à toute une génération. Phèdre, qui est un texte qu'il a écrit une parodie en 1936, est maintenant régulièrement repris au théâtre. Alors, on ne va pas revenir sur toute sa vie que j'ai racontée à très grands traits, j'en suis bien conscient. Quelques aspects saillants néanmoins. Le papa boucher, assez rigolo. Oui. C'est la veine en quelque sorte. Ah, complètement. C'est-à-dire que sa mère disait j'ai 3 enfants à la maison, mes 2 petits et le père. Et c'est vrai qu'il s'est inspiré de l'humour de son père. D'ailleurs, il y a des personnages de Pierre Dac, comme Napoléon Bougna-Plat, qui est un personnage très connu dans le monde des bouchers. La boîte à Fursy, ça c'est la révélation, ce sont les chansonniers. Il y a parfois des déclics dans les grandes carrières. Bien sûr, et Fursy était le premier chansonnier de Montmartre, un monsieur à la grande barbe, qui parodiait l'actualité et qui se faisait censurer souvent. Et quand pendant une permission, pendant la guerre de 14, il va voir ce spectacle, il comprend que c'est ce qu'il doit faire. Pour nos plus jeunes auditeurs, il faut peut-être souligner préciser ce que sont les chansonniers. Les chansonniers sont des gens qui sont sur scène, qui écrivent un texte d'actualité en souvent lisant... politique. Oui, souvent politique. En général, ils l'écrivent l'après-midi en lisant les journaux du matin. Il y a un musicien qui est là, qui fait une vague musique. Ils chantent totalement faux. Et ils lisent leur papier le soir en scène, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'apprendre. Et le texte change le lendemain. Et ça a beaucoup de succès, parce qu'à l'époque, il y a peu de radio, pas du tout de télévision. Et les cabarets affichent complet. À tel point qu'on peut se produire, quand on est chansonnier, à 3 km de distance minimum, parce que là, il n'y a pas de concurrence, vu qu'il n'y a pas de voiture et que les gens se déplacent à pied en général. Alors, le monde des bouchers, l'argot louchébem, et puis le monde des chansonniers et ce côté satirique en prise sur
sur l'air du temps. Tout ça va constituer l'univers de Pierre Dac, mais ce ne serait rien sans le talent, pour ne pas dire sans le génie littéraire du monsieur. Oui, car il écrit beaucoup, il a toujours été passionné de littérature, il est très mauvais en mathématiques, mais il a lu les latinistes dès son enfance. Et Pierre Dac écrivait les textes, mais pendant des nuits et des nuits, chaque mot comptait. Et un jour, il m'a dit, j'ai écrit une pensée, celui qui est parti de pas grand-chose pour n'arriver à rien dans l'existence n'a de merci à dire à personne. Je l'ai écrit à 40 ans et je me suis trompé. C'est pas parti de pas grand-chose, c'est parti de rien pour n'arriver à rien, ou parti de zéro. Il avait la science du mot juste qu'il poussait à son maximum. Si la France n'était pas la France, alors les Français seraient des étrangers. C'est logique, non? C'est Dimo qui nous envoie ça via Twitter. C'est du texte de Pierre Dac. C'est incroyable, hein, le nombre de citations qu'on pourrait faire. C'est à l'infini, là, pour le coup. Il a pondu, si je puis dire, des mots d'auteur à longueur de temps. Ah mais et ça a duré 50 ans, c'est-à-dire que les premiers mots d'auteur sont en 1926. Le travailleur véritablement courageux et celui qui ne craint pas de se coucher à côté de son travail pour bien lui montrer qu'il n'a pas peur de lui, on le retrouve déjà dans les textes des chansonniers de La Vache enragée en 1925. Alors nous avons, nous, l'image du Pierre Dac en sketch avec Francis Blanche, bien entendu. Ça, c'est l'image qui est restée, bien entendu. Le Sarah Bidra Duval avec Francis Blanche, on ne le dit pas assez, qui est le professeur Papa Macavro Steno Constinévisé Largueropoulos. Le nom faisait exactement une ligne sur la machine à écrire. Ils devaient beaucoup s'amuser quand ils écrivaient ça. Non? Oui, ils écrivaient beaucoup, ils se faisaient des blagues, mais ils écrivaient vraiment de façon continue. C'est-à-dire que Pierre Dac écrivait des pages entières, Francis Blanche faisait la synthèse, ils se voyaient une fois par semaine, mais en même temps, tout était vraiment au mot près. Oui, donc il y a quand même un grand professionnalisme derrière tout ça. Énorme professionnalisme avec quelques canulars de temps en temps. Oui. Donc on l'imagine, on le voit dans les sketchs, on le voit à la radio, dans les feuilletons, notamment dans Signé Furax, bien entendu. On a plus de mal à le visualiser sur la scène d'un cabaret. Et pourtant, Dieu sait qu'il en a connu des cabarets. Oui, mais d'abord, c'est une époque où il n'y avait pas encore de télévision. Et il avait une caractéristique, il se mettait au fond de la salle, comme vous l'avez expliqué, il ne riait jamais. Si on rajoute un rire sur une pensée de Pierre Dac, c'est fini, ça ne marche pas. Et il débitait ça d'un ton monocorde. Et il ne savait lire que ses propres textes. Il y a un côté you know what, un peu. Hein, oui, et même Buster Keaton, à la limite, aussi, c'est-à-dire que, et je l'ai vu dans des films, il lui-même reconnaissait qu'il était très mauvais quand il jouait le texte des autres. Il ne savait jouer que ses propres monologues. C'est-à-dire qu'il avait vraiment un univers totalement à lui. Complètement. C'est d'autant plus étrange de voir qu'il ait donné naissance à tant d'autres humoristes qui se réclament directement de lui. J'ai présenté Coluche et Pierre Desproges à Pierre Dac et je peux vous assurer que ça a été un grand moment de leur vie. Ah oui, racontez-nous ça. Ils étaient tous les trois aussi timides l'un que l'autre. C'était à qui dirait un mot. Desproges considérait Pierre Dac comme un maître et Coluche s'en est largement inspiré en allant plus loin. Quand Coluche a été candidat au présidentiel, on oublie que Pierre Dac l'a été aussi 15 ans avant en fondant le MOU, le mouvement ondulatoire unifié, dont la devise était « Les temps sont durs, vive le MOU ». J'ai toujours l'actualité. Il s'était présenté à la présidentielle en 65. En 65 contre De Gaulle, mais à l'époque à l'Élysée, on n'avait pas d'humour, on avait un petit peu tensé. Il avait retiré sa candidature en hommage à De Gaulle, qui avait quand même été son patron dans la France libre. Évidemment. Alors, bien sûr que Pierre Dac, c'est aussi la course au trésor, la Société des loufoques, l'os à moelle et jusqu'au schmilblick. On y vient dans un instant. Franck Ferrand. Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et c'est Pierre Dac, notre grand portrait cet après-midi sur Europe 1. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec Jacques Pessis, journaliste, écrivain et légataire universel de Pierre Dac, auteur de Pierre Dac, mon maître 63 aux éditions du Cherche Midi. Alors Marc me fait remarquer que ma langue a fourché tout à l'heure. Vous aurez remarqué que c'est arrivé un certain nombre de fois depuis le début de cette émission. Je ne sais pas si c'est l'esprit de Pierre Dac qui s'amuse à nous jouer des tours. En tout cas, le premier numéro de l'os à moelle, me dit-il, n'est pas du 13 mai 36, mais bien du 13 mai 38. Exactement, oui. Un vendredi. Un vendredi 13, bien entendu. C'était quoi l'os à moelle? Expliquez-moi. C'était au départ un journal de 4 pages totalement loufoque, où il y avait très sérieusement, on parlait de l'actualité. C'est-à-dire, il y avait l'éditorial de Pierre Dac sur la confiture de nouilles, sur la houille dormante. Il y avait des reportages sur Louis XIV. Il y avait un feuilleton, Le disparu de Hugues Chapin, ou la vie romancée d'Évariste Malfroquet, plombier zingueur sous Louis XIV, roman historique. Et surtout, il y avait les petites annonces de l'os à moelle qui sont devenues célèbres et qui ont ouvert la voie à d'autres petites annonces. Il y avait « On demande cheval sérieux, connaissant bien Paris pour faire livraison tout seul » ou « Femme de ménage particulièrement pieuse, demande place dans institution religieuse pour regarder ménage se faire tout seul par opération du Saint-Esprit ». Il y en a eu des centaines comme ça.
On peut dire qu'il y avait un peu quelque chose de l'Almanach Vermont aussi dans tous ces calembours, dans toute cette... Oui, mais en allant plus loin, le Vermont, c'est quand même un jeu de mots de base, alors que Pierre Dac, il y avait une arrière-pensée un peu plus sérieuse et un peu plus littéraire. Et puis toujours cette espèce d'humour entre chien et loup, on ne sait pas trop si c'était du lard ou du cochon. Oui, c'était plus souvent du lard que du cochon d'ailleurs. Il y avait chez Pierre Dac un fond de tristesse. Oui, complètement. Et quand je dis tristesse, voire de désespoir, vous le ressentiez, vous ? Oui, parce qu'il me l'a dit plusieurs fois, il ne comprenait pas qu'il puisse y avoir de la haine dans le monde. Je me demande ce qu'il penserait aujourd'hui de la situation politique et sociale. Oui. Et il avait été très surpris. Il avait assisté en 1913 à un mariage juif qui était une nuit des pauvres, où les riches étaient déguisés en pauvres pour faire bien. Ça l'avait marqué à jamais. La mort de son frère pendant la guerre, bien sûr, l'a marqué. Et le fait qu'après la guerre, on lui ait fermé les portes de la radio alors qu'il avait été un héros, l'a aussi profondément marqué. Il avait dit les véritables résistants sont les résistants de 45 parce que pendant 4 ans, ils ont résisté à leur désir de faire de la résistance. C'était sa façon de rire de tout ça. Mais il en a fait une véritable dépression à une époque où ça ne se soignait pas. Il y avait C'était même pas bien diagnostiqué en vérité. Non, vaguement. Les médecins disaient faut attendre que ça passe. Et il m'a dit un matin, je me suis réveillé, c'était passé. Mais entre-temps, il y avait eu 4 tentatives de suicide. Oui, entre 58 et 60. Oui, ça, exactement. Heureusement, il était très maladroit avec ses mains et beaucoup plus adroit avec ses mots. Et il s'en est tiré à chaque fois par miracle. Mais sa femme n'en pouvait plus. Il ne disait pas un mot de la journée. Quand il allait au cabaret, il ne parlait à personne. C'était vraiment, il était dans son monde en se demandant ce qu'il faisait là. Quels étaient les liens avec sa femme ? Comment se répartissaient-ils les rôles, si je puis dire ? Elle faisait tout, c'est-à-dire qu'il était incapable de faire un œuf dur à la maison, de faire une omelette. Il l'adorait, il lui a dédicacé son roman Du côté d'ailleurs. À toi, Madina bien-aimée, sans qui je serais sans doute resté du côté de n'importe où. Eh oui, très joliment dit. Il y a eu l'engagement politique. Nous avons parlé évidemment de la résistance et de Radio Londres, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que déjà, avant la guerre, la Société des loufoques, c'était une façon de dénoncer un peu ce qui était en train de se passer ? Bien sûr, il avait attaqué Hitler très 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 durement dans la Société des loufoques et dans l'Os à moelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a failli être arrêté. Et quand l'Os à moelle s'est arrêté, il a dit c'est normal avec l'arrivée des Allemands. L'Os à moelle a pour habitude de se dissoudre au contact du verre de gris. Ouais. D'où venait comment pourrais-je dire, d'où venait l'inspiration de Pierre Dac, d'après vous ? Il lisait beaucoup, il lisait beaucoup, vers la fin de sa vie, il regardait la télévision et tout était prétexte à observation. Il prenait des notes. Quand on voit aujourd'hui les émissions de scènes de ménage ou autres, j'ai retrouvé des textes qui correspondent exactement à ça. Il observait la vie quotidienne et il la détournait à sa manière. Alors on le voit régulièrement à la télévision, toujours dans ce sketch du fakir là, mais Rabindranath Duval, oui. Mais on ne l'entend plus tellement à la radio. Et pourtant, le grand média, ça aura été la radio. Non seulement Radio Londres, hein, on a parlé d'Europe numéro 1, il faudrait parler des autres d'ailleurs, car il a été un grand homme de radio. Oui, mais d'abord, ça correspond à une époque où les enregistrements ont disparu. Il reste que quelques 78 tours d'avant-guerre, heureusement. Mais sinon, c'est une époque où il n'y avait pas de droits dérivés, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de CD. On sortait un disque de temps en temps. Signé Furax a été préservé par Pierre-Arnaud de Chassy-Poulet, le réalisateur, qui a gardé une copie. Malheur au barbu a totalement disparu. C'est-à-dire qu'on a peu de traces radiophoniques de ce qui ont été les prémices de la radio et des premières émissions d'humour. Donc le cabaret, la presse, la radio, la télévision, n'oublions pas le cinéma. Également. Oui, il a fait quelques apparitions au cinéma, mais pour le plaisir, parce que quand on voit un film qui s'appelle Édition spéciale avec Paul Meurice, où il joue un rôle de journaliste, il est vraiment très mauvais. Oui. Il est dans Le Petit Baigneur, si je me rappelle bien. Dans Le Petit Baigneur, il joue son propre rôle. Il faut dire que là, il est proche des Branquignols, hein, qui sont, c'est faut Robert Derry l'adorait. C'était la bande Robert Derry, Francis Blanche. D'ailleurs, Pierre Dac et Francis Blanche ont pris la relève de Robert Derry à la radio dans Branquignol, et il lui a donné le rôle d'un ministre avec un texte que Pierre Dac avait écrit. On le voit aussi dans Aller France, une scène célèbre où il est persuadé que la guerre continue, et il est au micro de Radio Londres en faisant de la résistance. On peut dire qu'il a inspiré un grand nombre d'humoristes, vous nous l'avez dit, vous lui avez présenté, vous nous disiez Coluche et Pierre Desproges. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que l'esprit de Pierre Dac est encore vivant à travers un certain nombre d'humoristes ? Bien sûr, d'abord les nuls, les guignols de l'info, Alain Chabat. Pensez à De Groot aussi, hein, qui enchaîne les mots comme ça. De Groot est parfaitement un disciple de Pierre Dac. D'ailleurs, il dit souvent qu'il connaît Pierre Dac par cœur.
Et je vois dans les jeunes humoristes 2-3 personnes qui commencent à avoir cette forme d'esprit totalement absurde et qui assureront un jour la relève. Alors, cette forme d'esprit, il faut que nous la définissions un peu. D'abord, il y a le calembour. Je parlais de l'Almanach Vermont, mais comme vous dites, ça va beaucoup plus loin. On est plutôt sur des glissements de termes, sur de l'absurde. Ça fait beaucoup penser là au sketch de Raymond DeVos, bien entendu, des jeux de mots, un passage permanent du coq à l'âne. En permanence, c'est-à-dire qu'il part d'un événement et il va vers un autre où il mélange les mots. Quand il dit « tout penseur avare de ses pensées est un penseur de radin », c'est un jeu de mots, mais en même temps, il y a une profondeur derrière. Quand il dit fermez la porte, il fait froid dehors, il fait toujours aussi froid dehors quand la porte est fermée, ça fait rire les enfants aujourd'hui, parce qu'ils disent mais c'est vrai, c'est complètement con, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça nous renvoie aussi à un miroir. C'est un peu un miroir déformant ou grossissant, selon les cas. Ce qui est étonnant, c'est que Pierre Dac a toujours eu les jeunes avec lui, à toutes les époques de sa carrière. Que ce soit en 1938 ou en 1970, où je l'ai vu faire des conférences à Centrale et Polytechnique sur le biglotron et le schmilblick. Et les jeunes l'appelaient pour faire ses conférences et riaient aux éclats. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une forme d'humour intellectuel et littéraire qui les touchait complètement. Le schmilblick dont tout le monde parle, on oublie que c'est de Pierre Dac. C'est un sketch de Pierre Dac qui est une invention des frères Jules et Raphaël Fauderche et qui est un appareil qui ne sert absolument à rien mais qui peut servir à tout, à base de gorgomoche ultra chiadé et de propantère de notification. Il y en a pour 4 minutes comme Incroyable. ça. Et qu'il ne faut pas confondre avec le biglotron du professeur Slalom Jérémy Ménerlage, qui lui est un schmilblick avec bidule. Pierre Dac pouvait en parler pendant des heures comme ça. Et les gens riaient, alors un peu étonnés au début, mais ils rentraient dans le jeu. Évidemment, tout ça existe encore grâce à vous, sous forme écrite. Vous me disiez d'ailleurs que la réédition de toutes ces pensées de Pierre Dac et de ses calembours, etc., avait beaucoup de succès. Oui. Mais on aimerait que ce soit habité d'une certaine manière. Est-ce qu'un humoriste ne pourrait pas aujourd'hui reprendre un certain nombre de ces textes et les faire vivre comme vous venez de le faire? Car je signale à nos auditeurs que vous ne lisez pas ce que vous êtes en train de nous dire, vous le dites de tête. Oui, non, mais je pense qu'il y a certainement beaucoup d'humoristes qui peuvent le faire. J'en ai repéré 2 ou 3 d'ailleurs, et qui pourraient reprendre ces textes et les mettre en valeur, notamment dans des sketchs à la télévision. Je crois que ça vaudrait certains sketchs qu'on a aujourd'hui sur le petit écran. Mais bien sûr, c'est un patrimoine qui, sinon, est un peu mort d'une certaine manière. Un jour, Woody Allen et Terry Gilliam m'ont dit qu'ils adoraient Pierre Dac. Incroyable. C'est vrai, ils le considéraient comme un maître. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière et quelque chose de durable. Et vous, lorsque vous étiez enfant, vous avez entendu donc signer Furax. Il faut quand même dire que c'est un feuilleton qui n'avait pas un si grand succès que cela, et que beaucoup d'auditeurs d'Europe numéro 1 à l'époque le trouvaient tout simplement inécoutable. On trouvait que ça n'avait ni queue ni tête, en fait. Oui, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui arrivaient en retard au bureau ou à l'école. Aussi, bien sûr, oui. Et un jour, à l'Assemblée nationale, Guy Mollet, qui était président du Conseil, donc l'équivalent du Premier ministre, se lève en plein débat et dit « Messieurs, je vous quitte, je vous laisse à vos débats, je vais écouter signer Furax ». Ça a beaucoup fait pour la promotion du feuilleton. Bien entendu. Est-ce qu'on ne peut pas dire néanmoins qu'il y avait quelque chose de décalé, peut-être d'un tout petit peu précurseur chez Pierre Dac? Est-ce qu'il n'avait pas un temps d'avance sur son propre temps? Mais il a toujours eu un temps d'avance sur son propre temps, et c'est souvent le problème. Il avait raison trop tôt, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute certains sketchs, il y a des rapports avec la folie de signer Furax et le délire de Pierre Dac et de son complice Francis Blanche. Cela fait 50 ans que je me trompe. Ce n'est pas celui qui est parti de zéro, mais celui qui est parti de rien, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il reprenait de très vieilles phrases, de très vieux sketchs qu'il avait écrits, et il trouvait qu'on pouvait encore les améliorer, encore les peaufiner. Ça, c'est une démarche de poète. Est-ce qu'on peut dire de Pierre Dac qu'il est un poète? C'était un poète. Il a écrit quelques poèmes, notamment pendant la guerre, lorsqu'il était dans la cellule des condamnés à mort à Barcelone pendant 4 mois. Et il y a des textes de poèmes inédits qui pourraient faire des chansons. Et il se considérait autant comme un poète que comme un fantaisiste. À la limite, il était étonné que ce qu'il écrivait fasse rire. Lui, il aurait tellement aimé être une sorte de Verlaine ou peut-être de La Bruyère. Les dernières années, il est un peu moins présent, il faut bien le dire. Et pourtant, il continue de travailler. Il a fait un feuilleton sur les ondes nationales, Bon baiser de partout, avec le colonel de Guerlas et Nicolas Leroydec. Ça, c'était une parodie de John le Carré, un peu, un des romans d'espionnage de l'époque. Oui, c'était l'opération Tu peux te là. Et il continue à travailler jusqu'au bout, parce que le feuilleton a eu 740 épisodes et s'est terminé 6 mois avant sa disparition d'un manque de savoir-vivre. Mais c'est vrai que sur scène, il était moins présent. Et la dernière scène, il l'a faite avec Francis Blanche à Bobino. Quelle année ça? En 74. En février 74, ils ont fait un spectacle totalement délirant. Ils reprenaient le fameux sketch du fakir,
mais en rajoutant, puisque le premier soir, le sketch faisait 10 minutes, et le dernier soir, il faisait 45 minutes. Vous l'avez beaucoup fréquenté sur la fin, là, dans ces dernières années. J'ai eu la chance de l'avoir au téléphone tous les jours, de le voir souvent, de partir en vacances avec lui. Et vraiment, c'était à la fois un homme sérieux, mais capable des pires fous rires. On était en vacances en Italie, sur la plage, il se mettait en position de yoga. Et son grand jeu, c'était parce qu'on ne le connaissait pas en Italie, c'est de distribuer dans la rue aux gens des tracts complètement blancs. Et il se cachait ensuite pour voir la tête des gens, et on pleurait de rire de voir les gens qui se demandaient pourquoi on leur avait donné une feuille blanche. J'aime beaucoup cet absurde, c'est ce côté, cet enfant égaré dans le monde des adultes, hein, c'est vraiment ça. Vous dites on ne le connaissait pas en Italie, en France on le reconnaissait beaucoup, j'imagine. Est-ce qu'il était populaire ? Il était très populaire et on le prenait toujours pour faire rire. Et un jour, dans une soirée mondaine, une dame lui dit « Mais alors, monsieur Pierre Dac, ça va ?» Et il répond « Qu'est-ce qu'on s'emmerde chez vous ?» Il le pensait vraiment, mais ça a fait rire. Énorme, c'est incroyable. Alors, Omnibus réédite Signé Furax, le boudin sacré de Pierre Dac et Francis Blanche, bien entendu. Un loufoque à Radio Londres, ça c'est la guerre des ondes avec votre préface, Jacques Pessis. C'est la dimension résistante de Pierre Dac. Je dis ça pour une de nos auditrices qui nous disait tout à l'heure qu'elle cherchait les références de ce livre et qu'elle ne les trouvait pas. L'os libre, donc c'est l'organe officiel des loufoques. Là, on est dans les chroniques de la Libération entre octobre 45 et octobre 47. Et puis, chez l'éditeur historique de Pierre Dac, me disiez-vous, c'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui le Cherche Midi, hein, les éditions Saint-Germain-des-Prés au départ. Et c'est là qu'il a édité les pensées en prenant la relève de Pascal. Donc en l'occurrence, les pensées de Pierre Dac illustrées par Cabu, avec cet accord assez étonnant. L'établissement d'un diagnostic précis est un établissement de premier ordre, disait Pierre Dac notamment. Et puis, Mon Maître 63, ça c'est la biographie autorisée, si je puis dire, puisque c'est Jacques Pessis lui-même qui la publie dans la collection Documents, au Cherche Midi précisément. Et là, vous avez toute la vie de Pierre Dac. La vie authentique et authentique, comme il le disait lui-même. Vous avez bien compris, Jacques Pessis, que nous attendons maintenant le spectacle qui pourrait venir. Eh bien, écoutez, je vais y songer très sérieusement, parce que je crois que les gens le veulent. Merci beaucoup. Merci à vous, et comme disait Pierre Dac, à la prochaine, si toutefois c'est là que vous descendez. Cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Cyril envoyée via la fanpage Facebook de l'émission. Il vous demande pourquoi les défilés de haute couture se clôturent par la robe de mariée. Ah, alors justement, on va y venir au défilé de haute couture et à cette apparition finale de la robe blanche. Mais ce qu'il faut vous dire d'abord, c'est que la robe de mariée n'est pas venue toute seule. Ça a été une très longue évolution. Pendant très longtemps, les personnes qui pouvaient se faire réaliser une robe spécifique pour leur mariage, vous imaginez, appartenait à une certaine société, bien entendu. C'était réservé aux personnes de rang aristocratique. Alors c'était des robes souvent somptueuses de brocart, parfois de brocart d'or. Ce n'étaient pas des robes blanches, bien entendu, pas du tout même. Vous savez que dans les milieux un peu plus simples, on avait d'ailleurs l'habitude de se marier en robe rouge, tout simplement parce que le rouge était le colorant le plus cher. Donc c'était quand même une robe plus remarquable que d'autres. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour voir apparaître la robe blanche au mariage. C'est la reine Victoria qui est la première, enfin l'une des premières, en 1840, va se marier en blanc, avec une grande robe entièrement blanche, ornée de bouquets blancs avec une traîne blanche. Bref, le fait d'être toute blanche, ça a frappé les esprits et on s'est dit mais c'est magnifique. C'était un symbole de virginité, bien entendu, de pureté, qui s'accordait parfaitement à l'image qu'on avait du mariage dans les milieux bourgeois. Et puis, et c'est à la même époque, au milieu du 19e siècle, qu'on voit apparaître les défilés de couture, avec Worth notamment, qui arrive en France avec ses défilés de couture. Celui qui va avoir l'idée de mettre une robe de mariée à la fin d'un défilé de couture, c'est évidemment Christian Dior dans les années 50. C'est lui qui va populariser, qui va rendre cette habitude presque, qui va lui donner la dimension d'un rite. Et puis après, tous les autres couturiers vont se mettre à en faire autant. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu quasiment incontournable. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire et bien entendu, chère Anne-Sophie, dès samedi pour un nouveau grand portrait. Et merci mon cher Franck Ferrand. Dans un instant, Raphaël Antoven reçoit Denis Moreau, professeur de philosophie, pour parler des bonnes résolutions de la nouvelle année sur Europe 1.